Bonjour et bienvenue à tous et tous sur le Rookscast numéro 14. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous, que vous soyez étudiant en pleine session d'examen, parents débordés, sportifs du dimanche ou accro du canapé. On va parler, comme on l'a dit dans le précédent podcast, de micronutrition. Et non, ça n'a rien à voir avec manger des portions microscopiques. Ha 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 ha, rassurez-vous. Ok, pendant les prochaines 40, 30, 40 minutes, on va s'embarquer dans un petit voyage fascinant au cœur des cellules. Ouais, au niveau des cellules, vous avez bien entendu, parce que la micronutrition, c'est l'histoire de ces petits nutriments invisibles à l'œil nu qui font tourner la machine extraordinaire du corps humain et des animaux aussi au passage. Alors on s'installe confortablement, on prend ses petites cacahuètes et puis c'est parti. Imaginez votre corps comme une usine gigantesque, une usine qui fonctionne 24-24, 7-7 sans jamais prendre de vacances. Et bien cette usine, elle produit de l'énergie, elle répare ses propres machines, elle se défend contre les intrus, elle fabrique des hormones, des neurotransmetteurs et j'en passe, etc. C'est fou, non? Et maintenant, pour que cette usine elle fonctionne correctement, elle a besoin de deux types de matières premières. D'abord, les macronutriments, les protéines, les lipides, les glucides. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Ce sont les grosses poutres, le béton, le carburant principal. Vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous êtes un jour intéressé à la nutrition ou si vous avez par hasard écouté le dernier podcast, le numéro 13. Mais il y a un deuxième type de matière première, tout aussi crucial, mais dont on parle beaucoup moins, les micronutriments. Ce sont les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les acides gras essentiels, les acides aminés spécifiques et même certains composés phytochimiques. Okay, ces petits éléments, ils ne vont pas fournir directement d'énergie, mais sans eux, c'est comme si vous aviez une Ferrari sans bougie d'allumage, bah, ça ne sert à que dalle, à walou. Et donc la micronutrition, c'est cette science qui étudie ces micronutriments, leur rôle dans l'organisme, leurs interactions et surtout comment s'assurer qu'on en a suffisamment pour que notre corps fonctionne de manière optimale. Et attention, on ne parle pas ici juste d'éviter des maladies, de carences comme le scorbut ou le rachitisme. Non, la micronutrition, elle va s'intéresser à un niveau beaucoup plus fin. Comment optimiser votre santé, votre vitalité, votre système immunitaire, votre humeur, votre concentration, votre sommeil. Bref, comment vous pouvez être au top de votre forme au quotidien. Alors on va commencer par les stars du monde de la micronut, les vitamines. Le mot vitamine vient du latin vita qui signifie vie et amine parce qu'on pensait à l'origine qu'elle contenait toutes de l'azote. Bon, c'est faux, mais le nom il est resté. Il existe 13 vitamines essentielles et elles se divisent en deux grandes familles. Les vitamines hydrosolubles qui se dissolvent dans l'eau et les vitamines liposolubles qui se dissolvent dans les graisses. Et dans les vitamines hydrosolubles, dans ce groupe, on trouve toutes les vitamines du complexe B et la vitamine C. L'avantage avec ces vitamines, c'est qu'elles ne se cumulent pas dans le corps. Vous en prenez trop, pas de panique, ça dégage dans les urines. D'ailleurs, si vous prenez des compléments de vitamine D et que votre pipi devient un petit peu jaune fluo, c'est tout à fait normal, c'est juste l'excès qui sort. Voilà, c'est tout. Le revers de la médaille, c'est qu'il faut en consommer régulièrement parce que votre corps, il ne peut pas faire de réserve importante. Ok, la vitamine C, la légendaire vitamine C, celle que tout le monde associe aux oranges et au rhume, spoiler alerte, prendre de la vitamine C quand vous êtes déjà enrhumé, ça ne va pas vous guérir miraculeusement. Par contre, avoir un bon statut en vitamine C toute l'année, ça va aider votre système immunitaire à juste mieux fonctionner. Mais la vitamine C, elle fait pas que ça, elle fait bien plus que ça. C'est un antioxydant puissant, elle aide à fabriquer le collagène, qui est cette protéine qui donne une structure à votre peau, à vos os, à vos tendons, et dont on parlera par le futur et dont on a parlé précédemment dans certains podcasts. Elle améliore l'absorption du fer et elle participe à la fabrication de certains neurotransmetteurs. Bref, grosso modo, c'est un couteau suisse biochimique. Bon, on va retenir ça. Alors on la trouve dans les fruits, les légumes frais, les agrumes bien sûr, quand même, mais aussi les kiwis, les poivrons, les brocolis, les fraises, le persil. Et petit conseil, la vitamine C, elle est fragile. Elle aime ni la chaleur, ni la lumière, ni l'oxygène. Donc un jus d'orange fraîchement pressé, c'est top. Le même jus laissé 3 heures sur le comptoir, il a perdu une bonne partie de sa vitamine C. C'est moins top. Pour les vitamines B, elles sont 8 dans la famille. Chacune a son propre rôle, mais globalement, elles travaillent tout en équipe pour transformer les aliments en énergie utilisable par les cellules. La vitamine B1, c'est la thiamine. Elle va aider à métaboliser les glucides. La B2, la riboflavine, elle participe à la production d'énergie. La B3, oui, on va en faire quelques-unes. La B3, la niacine, elle est cruciale pour plus de 400 réactions enzymatiques. La B5, c'est l'acide pantothénique. Il aide à fabriquer les hormones. La B6, c'est la pyridoxine. Elle est essentielle pour le système nerveux et le métabolisme des protéines. La B8, la biotine, c'est la chouchoute des cheveux et des ongles. La B9, c'est l'acide folique. Il est super important pendant la grossesse et pour le développement du fœtus. Et la B12, la cobalamine, elle est vitale pour les globules rouges et le système nerveux. Alors un petit point d'attention particulier sur la B12, c'est qu'elle se trouve quasi exclusivement dans les produits animaliers. Voilà, je pose ça pour les véganes, les végétariens et tutti quanti. Donc si vous êtes végétarien strict justement ou végétalien, la supplémentation en B12, elle n'est pas optionnelle, elle est juste obligatoire.
C'est pas une question de philosophie alimentaire, c'est juste une question de santé. C'est pour vous, après vous en faites ce que vous voulez. Pour les vitamines liposolubles, donc celles qui aiment le gras, ce sont les vitamines A, D, E et K. Et contrairement à leurs cousines hydrosolubles, celles-ci elles s'accumulent dans les tissus adipeux et dans le foie. C'est pratique parce que vous pouvez en faire des réserves. Ça signifie aussi qu'un surdosage est possible, parce qu'on ne va pas le pisser. Donc prudence avec les compléments qui sont très dosés. La vitamine A, c'est la vitamine de la vision. Elle est essentielle pour les yeux et notamment pour voir dans l'obscurité. Mais elle fait aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, elle maintient la santé de votre peau et de vos muqueuses. Elle soutient votre système immunitaire et elle joue un rôle dans la reproduction. Voilà, au passage. On peut l'obtenir sous deux formes, avec le rétinol qui est la forme active, donc dans les produits animaliers comme le foie, le beurre, les œufs, ou les caroténoïdes, précurseurs que votre corps transforme en vitamine A par la suite. Donc ça, forcément, on va le trouver dans les carottes, les patates douces, les épinards, etc. etc. D'où l'expression, manger des carottes, ça rend aimable. Enfin non, ça rend les cuisses roses. Bon bref, les carottes, c'est bon pour les yeux, vous voyez l'idée. La vitamine D, c'est la vitamine du soleil. Techniquement, c'est même plutôt une hormone qu'une vitamine. Votre peau peut la fabriquer quand elle est exposée aux rayons UVB du soleil. C'est hyper pratique, non? Sauf qu'il y a juste un petit problème. Si vous vivez au-dessus du 35e parallèle nord, ce qui inclut grosso modo toute l'Europe, une partie des US et le Canada, mais ça ne nous concerne pas, entre octobre et mars, l'angle du soleil est tel que les UVB n'atteignent pas suffisamment votre peau. Résultat, il y a une grande partie de la population mondiale qui est carencée en vitamine D, surtout l'hiver. Et c'est embêtant parce que la vitamine D, c'est pas juste pour les os, et même si c'est déjà super important. Elle va aussi moduler votre système immunitaire, elle influence votre humeur, elle joue un rôle dans la santé cardiovasculaire. Bref, c'est juste une vitamine ou une hormone, ça dépend comment on veut, à surveiller. Les sources alimentaires existent pourtant, c'est les poissons gras, les œufs, les champignons et s'exposer au soleil. Mais c'est souvent insuffisant. C'est pour ça que beaucoup de professionnels de santé recommandent une supplémentation ou au moins en hiver. La vitamine E, c'est le garde du corps de vos cellules. La vitamine E, c'est un antioxydant majeur qui protège les membranes cellulaires contre l'oxydation. Et elle travaille d'ailleurs en équipe avec la vitamine C et le sélénium. On la trouve dans les huiles végétales, les germes de blé, le tournesol, l'olive et les fruits à coque avec les graines, les avocats. Bon, globalement, si vous consommez suffisamment de bonnes graisses, vous devriez être OK côté vitamine E. Ensuite, la vitamine K, c'est la moins connue du quatuor. Et elle existe sous deux formes principales, K1, dans les légumes verts à feuilles, et K2, produite par les bactéries de votre intestin et présente dans certains aliments fermentés comme le natto japonais. Son rôle principal, ça va juste être la coagulation sanguine. Sans elle, vous pourriez saigner indéfiniment à la moindre coupure. Voilà, c'est tout. On va juste vider de son sang. Mais elle est aussi importante pour la santé des os et des artères. En fait, elle aide à diriger le calcium là où il doit aller, donc dans les os, et à l'empêcher d'aller là où il ne devrait pas, donc dans les artères. Voilà pour la petite partie vitamines. Maintenant, on va parler minéraux. On les classe en deux catégories selon les quantités dont on a besoin. On a les macroéléments avec calcium, magnésium, phosphore, potassium, sodium, chlore et les oligoéléments ou éléments traces avec le fer, le zinc, le cuivre, l'iode, le sélénium dont on a parlé avant, le manganèse, le chrome, le molybdène, etc. Primo el calcium. Tout le monde sait que c'est bon pour les os, pour les dents, mais est-ce que vous savez que seulement 1% du calcium de votre corps se trouve dans votre sang et vos tissus mous et que ce 1% il est absolument vital. Il permet la contraction musculaire, y compris de votre cœur, la transmission nerveuse, la coagulation sanguine. Votre corps régule son taux de calcium sanguin avec une précision d'horloger suisse. Et s'il n'y en a pas assez dans votre alimentation, il va tout simplement le puiser dans les os. Oui, oui, vous avez bien entendu, il va puiser le calcium dans vos nonos. Vous voyez le problème sur le long terme? Il n'y a plus d'os. Et les sources de calcium, forcément, ça va être les produits laitiers, mais aussi les sardines avec les arêtes, les amandes, les légumes verts à feuilles, les eaux minérales riches en calcium. Et pour bien l'absorber, vous avez besoin de vitamine D. Et vous voyez que juste tout est connecté. S'il en manque un et que vous avez pas, et qu'il en manque, enfin bref, vous avez compris. Le magnésium, le magnésium. Si j'avais 1 € chaque fois que j'ai entendu je suis fatigué, je dois manquer de magnésium, je serais riche. Grosso modo, je ne dois pas avoir 3 patients dans la journée qui me le disent pas. Mais en fait, c'est pas complètement faux. Parce que le magnésium, il intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques. C'est juste un petit peu énorme. Et il aide à produire de l'énergie. Il participe à la synthèse des protéines et de l'ADN. Il régule le système nerveux et les muscles, y compris le muscle cardiaque. Encore une fois, il va influencer aussi la gestion du stress et tout plein d'autres choses. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'en consomment pas assez. Les aliments raffinés en sont pauvres. Et notre mode de vie moderne, avec le stress chronique, le café, l'alcool, les médocs, ça va augmenter nos besoins. Et les signes d'un déficit, ça va juste être la fatigue, les crampes, les paupières qui sautent, l'irritabilité, les troubles du sommeil. Bref, vous avez le tableau clinique, vous avez forcément quelqu'un, si ce n'est pas vous, que vous avez en tête. Et où est-ce qu'on va en trouver alors? Dans les graines, dans les courges, dans le tournesol, dans les fruits à coque, les amandes, les noix de cajou, les légumineuses, le chocolat noir. Oui, le chocolat noir, vous avez une excuse maintenant pour en manger. Les épinards, là vous avez aussi une excuse pour en manger. Les bananes, etc.
Ensuite, le fer. Il est essentiel pour transporter l'oxygène dans le sang via l'hémoglobine. Sans fer, il n'y a pas d'oxygène pour les cellules, et s'il n'y a pas d'oxygène pour les cellules, je vous fais pas un dessin. Fatigue intense, essoufflement, pâleur, baisse de concentration, et après, il n'y a plus grand-chose d'autre. Il existe sous deux formes, le fer héménique, donc dans la viande, le poisson, qui est bien absorbé par l'organisme, et le fer non héménique, donc qui est dans les végétaux et qui est bien moins absorbé. D'où la nécessité pour les végétariens d'être particulièrement vigilants et d'associer leur source de fer végétal avec de la vitamine C pour en améliorer l'absorption. Encore une fois, tout est lié. Les femmes en âge de procréer sont particulièrement à risque de carence à cause des menstruations. D'ailleurs, messieurs, un petit conseil, quand votre compagne est irritable et fatiguée, avant de conclure hâtivement, pensez à lui suggérer un bilan en fer. Vous me remercierez, au passage. Le zinc, lui, c'est le minéral de l'immunité. Il est crucial pour le système immunitaire, mais aussi pour la cicatrisation, le goût, l'odorat, la santé de la peau, la fertilité masculine. Et ouais, encore une fois. On en retrouve dans les huîtres. Et elles sont championnes de toutes catégories. On a la viande rouge aussi, les graines de courge, les légumineuses, les fruits à coque. Eux encore, ils sont toujours là. Les végétaliens doivent être là encore vigilants car le zinc végétal est bien moins absorbé. Un signe rigolo d'un déficit en zinc, c'est des taches blanches sur les ongles. Bon, c'est pas le seul signe et c'est pas spécifique, mais ça peut être un petit indice, ok ? Ensuite, on a l'iode, qui est essentiel pour votre thyroïde. Ça, on le sait. Cette petite glande en forme de papillon qui est située à la base de votre cou et qui régule votre métabolisme. Si vous avez trop peu d'iode, hypothyroïdie avec fatigue, prise de poids, frilosité. Si vous avez trop d'iode, ça peut aussi poser problème. Et les principales sources, ça va être les produits de la mer. Les poissons, les fruits de mer, les algues, le sel iodé, attention, c'est important. Il y a une petite différence, tous les sels ne sont pas iodés au passage. Et si vous utilisez du sel non iodé, ça va être le sel de mer, la fleur de sel. Et que vous ne mangez pas de poisson régulièrement, surveillez vos apports. Le sélénium, c'est un antioxydant qui est puissant, qui travaille avec la vitamine E. Il est aussi important pour la thyroïde et le système immunitaire. La meilleure source, les noix du Brésil. 2 noix du Brésil par jour et vous êtes bon, ok ? Mais bon, pas plus de 3-4 par jour, parce que le sélénium, à haute dose, devient toxique. Voilà pour la partie minéraux. Mais la micronutrition, elle ne se limite pas aux vitamines et aux minéraux, comme on l'a dit. Il y a plein d'autres composés fascinants. Et il y a les légendaires acides gras, les oméga 3. Techniques, parce qu'ils font partie des macronutriments, puisque ce sont des lipides, mais ils méritent une petite mention spéciale dans cet épisode. Ces acides gras dits essentiels, parce que votre corps ne peut pas les fabriquer, ils sont cruciaux pour notre cerveau, pour notre cœur, pour nos yeux, et même, encore une fois, pour notre humeur. Et il en existe 3 types. Les ALA, les EPA et les DHA. Okay, les ALA, c'est dans les graines de lin, de chia, les noix. Les EPA et le DHA, c'est dans les poissons gras. Et votre corps peut convertir un peu d'ALA en EPA et en DHA. Mais cette conversion, elle est assez inefficace, d'où l'importance de manger du poisson gras, du saumon, du maquereau, des sardines, des harengs, au moins 2 fois par semaine. Et on privilégie toujours les petits poissons parce qu'il y aura moins de métaux lourds à l'intérieur. L'équilibre entre oméga 3 et oméga 6, il est aussi très important. Et comme dit, on en a parlé déjà précédemment. Notre alimentation moderne, elle est souvent trop riche en oméga 6, en huile végétale raffinée, en produits transformés et dégueulasses. Et elle n'est pas assez riche en oméga 3, ce qui va favoriser l'inflammation chronique. Ok ? On a aussi les probiotiques et les prébiotiques. Donc, bienvenue dans le monde fascinant de la microbiote intestinale. Vous hébergez dans votre intestin environ 100 000 milliards de bactéries. Oui, 100 000 milliards, vous avez bien entendu. C'est plus que le nombre de cellules dans votre corps. Et ces petites bestioles, elles ne sont pas là par hasard. Elles vous aident à digérer. Elles fabriquent certaines vitamines, notamment la K2 dont on a parlé un petit peu avant. Et elles éduquent votre système immunitaire. Elles protègent contre les pathogènes. Elles influencent même votre humeur via l'axe intestin-cerveau. C'est complètement dingue, non ? Et les probiotiques, ce sont des bactéries bénéfiques qu'on peut apporter via l'alimentation. Les yaourts, le kéfir, la choucroute, le kimchi, le miso ou via des compléments. Les prébiotiques, ce sont les fibres spécifiques qui nourrissent ces bonnes bactéries. Les oignons, les poireaux, l'ail, la banane pas trop mûre, la chicorée. Et un microbiote en bonne santé, c'est la base d'une bonne santé globale d'ailleurs. On dit maintenant que l'intestin, c'est le deuxième cerveau et c'est pas une blague parce qu'ils ont trouvé des cellules neuronales au passage dans l'intestin. On dit ça comme ça. Les polyphénols et les antioxydants, ce sont des composés phytochimiques qu'on trouve dans les fruits, les légumes, le thé, le cacao, les épices. Et ils donnent souvent leur couleur vive aux aliments. Le rouge des tomates, le violet des myrtilles et le vert du thé, par exemple. Et leur super pouvoir, c'est de neutraliser les radicaux libres, qui sont ces molécules instables qui endommagent vos cellules et qui accélèrent le vieillissement. On parle de stress oxydatif quand il y a un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. C'est pour ça qu'on vous rabâche de manger varié et de manger coloré. Chaque couleur apporte des antioxydants différents. Les anthocyanes dans le rouge-violet, les caroténoïdes dans l'orange, la chlorophylle dans le vert, etc. etc. Mais alors, est-ce qu'on est tous carencés ? C'est une très bonne question. Et la réponse courte, c'est pas forcément. Mais beaucoup de gens ont des statuts suboptimaux, surtout pour certains nutriments. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, notre alimentation moderne,
C'est un grand facteur. Les aliments ultra transformés sont caloriquement denses mais nutritionnellement pauvres. On appelle ça des calories vides. Vous pouvez manger 2000 calories par jour et être en surpoids tout en ayant des déficits micronutritionnels. Et c'est le paradoxe complet de notre époque et surtout du peuple occidental. Ensuite, nos modes de culture, les sols sont appauvris et les variétés sélectionnées pour leur rendement plutôt que pour leur valeur nutritionnelle. Et la cueillette est faite avant la maturité. Le transport sur de longues distances, le stockage prolongé, tout ça, ça fait qu'une tomate d'aujourd'hui n'a souvent plus grand chose à voir avec celle de nos grands-parents d'un point de vue nutritionnel. Elles sont encore une fois dégueulasses. Puis il y a aussi notre mode de vie. Le stress chronique augmente les besoins en magnésium et en vitamine B par exemple. Le manque de sommeil va tout perturber, la sédentarité aussi. La pollution augmente le stress oxydatif et la prise de certains médicaments comme la pilule contraceptive va diminuer les vitamines B6, B9, B12. Les antiacides réduisent l'absorption du magnésium et de la B12. Et enfin, il y a aussi une part génétique, bien évidemment, et comme toujours. Il n'y a pas que l'environnement. Certaines personnes ont des variations génétiques qui affectent la façon dont elles métabolisent certains nutriments. Par exemple, jusqu'à 40% de la population aurait une mutation du gène MTHFR qui rend moins efficace la transformation de l'acide folique en sa forme active. Pour ces personnes, prendre de la vitamine B9 sous forme de folate déjà activée, du méthylfolate, c'est bien plus efficace. Alors comment savoir où on en est? Idéalement, on ferait tous des bilans biologiques complets régulièrement. Mais bon, c'est juste pas donné et c'est pas remboursé toujours. Qu'est-ce qu'on fait? On peut écouter son corps, encore une fois. Certains signes peuvent vous alerter. Une fatigue chronique, malgré un sommeil suffisant, pensez au fer, au magnésium, à la vitamine D, à la vitamine B. Si vous avez des infections à répétition, le zinc, la vitamine D et la vitamine C sont souvent liés. Par rapport aux cheveux et aux ongles cassants, on l'a dit, la biotine, le fer, le zinc, les protéines. Et pour les crampes, le magnésium, le potassium et l'hydratation. Le moral dans les chaussettes, la vitamine D, les oméga 3, la vitamine B, les vitamines B, pardon. Là, c'est une cicatrisation qui est lente. Le zinc, les vitamines C, les protéines et encore une fois, tout est lié. L'ensemble des éléments vont être corrélés à d'autres choses. Mais attention, ces signes ne sont pas spécifiques et il peut y avoir 1000 autres causes, ok? Mais c'est juste un début pour vous permettre d'orienter une réflexion. Ensuite, vous pouvez analyser votre alimentation. Est-ce que vous mangez varié, des fruits, des légumes tous les jours, des protéines de qualité? Et on insiste sur la qualité des choses, des bonnes graisses, encore une fois. Ou est-ce que vous tournez en boucle sur les mêmes plats? Il existe même des applications qui permettent d'analyser aujourd'hui ces apports nutritionnels sur quelques jours. Et c'est parfois très instructif, un peu déprimant, je ne vous le cache pas, mais c'est juste pour mieux vous relancer par la suite. Ok? Alors voilà pour le premier épisode. On m'a demandé de faire des épisodes un peu plus courts pour que ce soit plus facile à écouter. Donc concernant la micronutrition, voici la première partie. Et la partie 2, on la verra la semaine prochaine, où on verra comment optimiser son alimentation, s'il faut se complémenter ou pas, comment adapter ses apports selon sa situation, si on est sportif, végétarien, si on est une femme enceinte par exemple, ou une personne âgée. Et on déconstruira aussi quelques mythes tenaces au passage, comme on a l'habitude de faire. D'ici là, n'oubliez pas d'aller manger une bonne salade colorée avec des graines, des noix, un filet d'huile d'olive et quelques sardines. Et votre corps vous dira merci. Et comme dit, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast.